Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous en ce début d'après-midi. Je suis Stéphane Tollander, je suis vice-président de France Biotech, et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Lynn Farah de la délégation numérique en santé et Clémentine Lamarre de chez BPI France pour parler de l'appel à projet sur les dispositifs médicaux numériques en santé mentale et faire en sorte que nombre d'entre vous puissiez y répondre. Peut-être deux mots d'introduction sur France Biotech pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. France Biotech est une association d'entrepreneurs de la health tech, avec aujourd'hui des sociétés dans la biotech, la medtech et la santé numérique, avec près de 250 sociétés en santé numérique. Donc, on a connu une grosse croissance au sein de l'association depuis 5 ans sur ce volet-là, avec en particulier des sociétés qui développent des dispositifs médicaux numériques. Et on essaye au sein aussi de cette commission chez France Biotech de travailler sur les sujets réglementaires, sur les sujets d'accès au marché, sur les sujets d'interopérabilité des données de santé. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou Mathieu Boutemi qui est avec nous aujourd'hui. Et je laisse tout de suite la parole à Lynn pour introduire l'appel à projet. Merci beaucoup Stéphane et merci à France Biotech pour cette invitation à intervenir et à venir présenter l'appel à projet sur les dispositifs médico-numériques en santé mentale. Donc au cours de cette présentation, comme Stéphane l'a rappelé, je ferai une partie introductive de remise en contexte un peu de cet appel à projet dans le cadre du grand défi au sein duquel il s'inscrit, puis une introduction sur les thématiques de cet appel à projet et ensuite je céderai la parole à Clémentine Lamarre qui s'occupe justement de l'appel à projet au sein de BPI France. Donc, par rapport aux éléments de contexte, donc ce grand défi s'inscrit d'une part dans ce grand défi dispositif numérique en santé mentale, s'inscrit dans le cadre du plan dispositifs médicaux France 2030. Dans ce cadre-là, on a un certain nombre d'actions qui ont été synthétisées suite à une concertation de plus de 150 parties prenantes dans le champ du numérique en santé mentale que nous avons interrogé à la fois sous forme de phase d'audition et de concertation de retour écrit sur participer.gouv.fr. Puis nous avons également constitué en parallèle un comité d'experts qui réunit mensuellement pendant les 6 premiers mois et maintenant sur une base trimestrielle les experts dans les différents champs d'expertise pour pouvoir à la fois constituer et valider le plan d'action avec les 4 axes que je vais vous présenter succinctement pour vous montrer où s'inscrit cet appel à projet dans le cadre du plan d'action, mais aussi pouvoir suivre et construire le cahier des charges de cet appel à projet que nous allons vous présenter. Dans ce cadre-là, donc, on a un état des lieux qui a été publié avec le plan d'action qui est disponible en ligne sur le site du ministère de la Santé et qui rappelle les différents éléments et les différentes avancées que vous pouvez voir s'afficher maintenant à l'écran. Donc, à ce stade, comme je vous l'ai dit, on a lancé le comité d'experts, puis publié le plan d'action du grand défi en juin 2024 à l'occasion du Conseil du numérique en santé du 17 juin. Puis rédiger le cahier des charges de l'appel à projet du grand défi qui a pu être lancé et annoncé par le Premier ministre dans le cadre des actions au service de la grande cause nationale, à savoir donc ça avait lieu le 10 octobre 2024 à l'occasion de la journée internationale en santé mentale. Dans le cadre de ce lancement, l'occasion aujourd'hui pour nous de vous présenter cet appel à projet et en parallèle, nous continuons et poursuivons les activités du comité d'experts en constituant des groupes de travail thématiques sur différents sujets et points du plan d'action que je vais vous détailler juste après. Par rapport à ce plan d'action, donc il est divisé en 4 axes. Le premier qui est celui sur l'innovation et la recherche sur ces dispositifs médicaux numériques en santé mentale, et le second sur la génération de preuves et l'évaluation de l'intérêt de ces outils en santé mentale. Sur ces 2 axes que vous voyez donc ici apparaître en rose à l'écran, l'objectif c'est de venir accompagner les acteurs pour cofinancer d'une part des études pour obtenir le marquage CE, réaliser des analyses d'impact budgétaires et expérimenter aussi ces dispositifs médicaux numériques. Dans cet axe 1 et cet axe 2, l'appel à projet que nous allons vous présenter aujourd'hui vient répondre aux actions qui sont des composantes et sous-composantes de ces axes.
En complément de cela, on a le troisième axe qui est un corollaire finalement à la génération de preuves et à l'évaluation de ces outils, qui est celui du financement et de l'intégration. Donc à la fois dans la pratique des professionnels dans le champ de la santé mentale, mais aussi pour l'adoption par les patients de ces outils numériques. Et enfin, le dernier axe qui est celui de la sensibilisation et de la formation des usagers et des professionnels en santé mentale. Donc, pour les professionnels en santé mentale, on s'inscrit dans des réflexions pour implémenter des référentiels de compétences et des modules de formation sur ces outils dispositifs médico-numériques, à la fois dans les formations initiales et continues. Et auprès des usagers, sur les actions de sensibilisation, on a un groupe de travail thématique du comité d'experts qui s'intéresse plus particulièrement aux enjeux sur la déstigmatisation en santé mentale. Donc, comme je vous le disais sur l'axe 1 et 2, l'appel à projet qui est donc inscrit dans le cadre de ce grand défi qui met les dispositifs médico-numériques au service de la santé mentale a un double objectif. Donc, le premier, c'est celui de pouvoir identifier, pour faire aussi un panorama des solutions existantes, évaluer des dispositifs médico-numériques qui vont être proposés ou futurs dispositifs médico-numériques et financer, pour être plus précis, cofinancer des projets innovants qui vont mettre le numérique au service à la fois des enjeux et des besoins en santé mentale. Et le deuxième objectif, c'est celui de pouvoir, à travers justement ces outils, améliorer à la fois les parcours de soins et les parcours de vie des utilisateurs pour répondre plus spécifiquement à leurs besoins. Donc, pour répondre à ce double enjeu et ces doubles objectifs, nous avons souhaité, au sein de cet appel à projet, pouvoir réunir à la fois des utilisateurs, et par utilisateur, on entend sur la définition large utilisateur, à la fois patients, professionnels, aidants, mais aussi les concepteurs de solutions numériques, à la fois dans le champ industriel, les académiques, les chercheurs et les évaluateurs, pour co-développer ou évaluer l'intérêt de ces outils pour les usagers. Et donc par intérêt, on entend à la fois l'intérêt clinique, organisationnel, ou en termes de qualité de vie, de sécurité, d'éthique, ou d'intérêt économique, d'évaluation en vie réelle. On a également souhaité rester large en termes de public et de population cible pour ce type de dispositifs médicaux numériques ou futurs DMN qui seraient proposés pour répondre à cet appel à projet. C'est pourquoi on vise à la fois la population générale, dans le champ de la prévention notamment, pour du dépistage, mais aussi des patients de façon donc plus ciblée sur du diagnostic, du pronostic, du traitement ou encore du suivi à distance des pathologies dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, mais ainsi que les aidants, donc sur tout ce qui va concerner l'accompagnement, la qualité de vie des aidants, proches aidants, professionnels aidants. Et donc, ce qui nous amène aussi à la population des professionnels et des établissements dans le champ sanitaire, social et médico-social, pour tout ce qui concerne l'aide à la prise en charge, l'aide au diagnostic, l'aide à la prescription, l'aide au suivi des traitements qui peuvent être administrés dans le champ de la psychiatrie notamment. Donc, dans ce cadre-là, on a souhaité proposer un appel à projet qui répond à 3 stades de développement. Et donc, il y a 3 stades de développement qui sont accompagnés. Le premier qui est celui sur les niveaux de maturité technologique plus précoces, donc pour développer de futurs dispositifs médicaux numériques en santé mentale, mais qui se fondent sur des travaux antérieurs, donc avec au moins une preuve de concept qui doit être proposée ou existante, par exemple sur d'autres indications ou sur une technologie qui a une POC qui a permis de démontrer les éléments préliminaires d'intérêt. Le deuxième stade qui est celui de l'évaluation clinique, donc de performance et de sécurité pour obtenir le marquage CE de ce futur dispositif médical, et donc plutôt sur des investigations cliniques qui peuvent être nécessaires à l'obtention de ce marquage CE. Et enfin, donc le troisième stade sur des niveaux de maturité technologiques pour ces dispositifs médico-numériques plus avancés et qui sont plutôt sur l'étude d'analyse d'impact budgétaire qui permettrait par exemple d'obtenir un remboursement auprès de la Haute Autorité de Santé puisqu'il y a une expérimentation en cours auprès de la HAS sur ces analyses d'impact budgétaire pour venir présenter des éléments de preuve sur ces sujets ou encore pour être référencé auprès d'établissements de santé directement ou de centrales d'achat. L'ensemble de ces 3 stades doivent converger justement sur l'accompagnement de l'innovation à toutes les étapes pour mettre justement ces innovations numériques au service de la santé mentale de la population.
Par rapport aux thématiques, et peut-être que Clémentine reviendra succinctement dessus, de la même façon que la population cible, nous avons adressé des thématiques de façon non exhaustive dans le cahier des charges, et on reste ouvert aux propositions qui vont être soumises, mais qui doivent donc concerner des champs, par exemple, de prévention en santé mentale, de prise en charge et de suivi des troubles psychiques, des troubles addictifs ou des troubles du neurodéveloppement, par exemple. Et comme je vous le disais, à tous les stades de prise en charge qui peuvent être proposés, donc en passant de la prévention au dépistage au diagnostic et en allant sur les scopes de prise en charge ou de suivi à distance qui implique l'utilisation de dispositifs médicaux numériques. Je cède la parole à Clémentine pour les attendus du projet. Merci Lynn. Donc effectivement, au niveau des projets qui sont attendus pour cet appel à projet, Lynn le disait juste avant, on attend donc des thématiques qui sont plutôt troubles psychiques, addictifs ou du neurodéveloppement, ce qui reste assez large, ce qui nous a semblé en tout cas assez large en termes de santé mentale, et à minima, enfin obligatoirement, proposer une réponse adaptée aux besoins médicaux identifiés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on estime que le projet qui doit être présenté doit au moins avoir validé, au moins par des données de littérature, le fait que le besoin auquel il répond est un besoin réel qui a été en tout cas formulé par des professionnels de santé, des aidants et ou des patients ou des établissements de santé du secteur de la santé mentale ou de la psychiatrie. Donc c'est ce qui est attendu vous allez le voir dans les dépôts de projet, c'est-à-dire d'avoir au moins un document démontrant que vous avez fait ces études ou une étude, même à minima de données de littérature démontrant que ce besoin existe. Comme le disait Lynn, ça va du stade de la prévention, dépistage jusqu'au suivi à distance par des dispositifs médicaux numériques. On attend que ça, je le précise, mais ça répond bien aux critères de la réglementation des dispositifs médicaux numériques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les applications qui n'ont pas vocation à obtenir ce marquage CE ou à rester plutôt en application bien-être ne sont pas éligibles à cet appel à projet. Et l'appel à projet est ouvert aux projets monopartenaires, donc une entreprise seule, PME, donc petite ou moyenne entreprise, ou à des consortiums. En l'occurrence, les consortiums sont fortement attendus. Pourquoi ? Puisque l'idée, c'est ici aussi d'aider au développement de technologies via la synergie publique-privée, donc des instituts publics et des entreprises privées. Là, le chef de file doit être une PME, obligatoirement, donc une petite moyenne entreprise, encore une fois. Donc un partenaire académique ne peut pas être chef de file d'un consortium. On l'explique bien entendu parce que ce que l'on souhaite, c'est que ces solutions numériques soient disponibles sur le marché à long terme. Donc évidemment, on sait aussi que c'est pas forcément, et ce n'est pas la mission des partenaires académiques que de regarder sur le marché des typologies de solutions comme celle-ci ou de manière générale. Donc c'est vraiment une petite ou une moyenne entreprise qui a vocation à conserver et à commercialiser la solution à long terme qui est attendue en termes de chef de file. Une grosse entreprise peut faire partie du consortium, mais une grande entreprise, mais ne sera que partenaire. Elle ne peut pas être chef de file de ce projet. Au niveau des attendus qualitatifs, on va dire, en termes de projet, c'est bien sûr la clarté et la cohérence du projet dans son ensemble, les enjeux qu'il adresse, les problématiques, le rationnel scientifique. Lynn le disait, on attend un certain niveau de TRL, donc au moins quelques preuves, une preuve de concept qui a à minima déjà été testée. Une formalisation claire des objectifs attendus pour le programme en question. Et bien sûr, les impacts qui sont attendus en termes de santé publique, même si ça reste que des estimations, sur la population cible identifiée, donc être assez clair sur la population que l'on cible, sur également l'utilisateur final qui peut forcément être plus restreint en fait que l'impact populationnel, qui peut être beaucoup plus large. On attend bien sûr une clarté du plan de développement et du plan de financement. Comment va être financé ce programme et qu'est-ce qui est effectivement attendu dans ce programme en termes de tâches et de lots. Les technologies utilisées. Et on va regarder aussi l'expérience du porteur ou du consortium entre eux ou dans la thématique également. Le déroulé, la sélection au niveau de l'appel à projet, pour des critères d'éligibilité que vous avez retrouvés clairement dans le cahier des charges.
Pour rappel, c'est une assiette de dépenses totale qui sera entre 600 000 et 3 millions d'euros. Ça veut dire le budget global du projet doit être pour entre 600 et 3 millions d'euros. La durée du programme entre 12 à 36 mois, sachant que comme l'a présenté Lynn, on a 3 stades de développement. Un stade 1 qui va être plutôt sur de l'innovation technologique et le stade 3 qui va plus être réglementaire avec des les analyses d'impact budgétaire. Donc là, on attend plus des projets à long terme quand on va jusqu'à une étude d'analyse d'impact budgétaire. Mais sinon, les programmes sont attendus plutôt sur 24 mois. Je réponds aussi à cette question puisque quelques porteurs nous la demandent. Il est bien sûr possible de faire stade 1 et stade 2, ou stade 2 et stade 3, enfin d'adresser, on va dire, plusieurs stades dans son programme. On n'est pas obligé de faire uniquement, de se restreindre à un des stades dans le projet. Les travaux doivent être réalisés en France. Quand je le disais, projet monopartenaire ou consortium, on en a parlé. Une technologie visant à terme le marquage CE, la démonstration du besoin médical. Et puis, les dépenses liées au projet ne devront pas avoir débuté avant le dépôt complet du dossier, qui du coup a lieu au 28 janvier pour la première relève. Les critères de sélection. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, ça va être la pertinence du projet, au regard des objectifs attendus, la clarté, est-ce que les partenaires ou le porteur seul a une bonne appréciation du besoin, a une bonne connaissance du contexte dans lequel il développe sa solution, le degré d'innovation avec une maturité suffisante, sachant que suffisante est un terme assez large, mais ce qu'on disait, TRL 4, autour de 4-5, donc au moins à minima avoir une première preuve sur certaines données, un set de données, même limité. Le degré de rupture, on va le regarder également, que ce soit d'ailleurs une rupture technologique ou une rupture dans la prise en charge et le parcours de soins. On est aussi ouvert à ce type d'innovation. Bien sûr, l'impact socio-économique et les retombées attendues. Les retombées attendues, ce sera en termes financiers, mais également, bien sûr, en termes sociétal, que ce soit pour les patients, mais aussi en termes d'emploi suite au projet. Il y a également la capacité du porteur à porter le projet. Lynn le disait, c'est un cofinancement. Donc, on a une partie du programme, des financements qui doivent être apportés par les acteurs privés. Donc, les académiques sont financés à hauteur de 100%, mais ne peuvent pas être porteurs seuls d'un programme. Et donc, l'entreprise doit vraiment apporter des fonds propres en face de l'aide, puisque vous allez le voir dans le cahier des charges, les taux d'aide ne sont pas à 100% pour les entreprises. Donc, on attend effectivement une partie financière et un plan de financement qui nous est présenté par les entreprises. Et les impacts environnementaux, c'est aussi des choses qu'on regarde, donc n'hésitez pas dans vos programmes à montrer aussi si c'est des choses auxquelles vous répondez et que vous avez pris en compte dans le développement de votre projet. Bon, là, on est sur la liste des documents à fournir. On le disait, une présentation synthétique d'abord du projet, puisque je vais vous expliquer juste derrière comment se déroule la sélection des projets. Donc, un PPT de 30 slides, c'est un programme allégé, on va dire, un projet allégé à nous présenter, avec notamment le rapport d'étude permettant de démontrer que la solution couvre un besoin médical. Je le disais tout à l'heure, c'est reste important pour nous. Et ensuite, des documents plutôt administratifs. Le dépôt du dossier complet, lui, exigera une présentation détaillée du programme en Word et une base de données budgétaire qui précise en fait les dépenses du programme pour chaque partenaire. Les principales étapes de l'appel à projet. Donc aujourd'hui, la clôture, c'est le 28 janvier 2025. Donc fin janvier, on a environ une phase d'1 mois de présélection des programmes qui vont se baser sur les PPT avec notamment un jury BPI France, mais également un jury issu du comité d'experts du Grand Défi notamment, donc des spécialistes en santé mentale. Ensuite, on aura une phase d'audition. Donc suite à cette présélection des premiers programmes qui seront sélectionnés sur la base des PPT, on auditionnera certains de ces programmes. Pareil, ça prendra environ 1 mois. Vous aurez la notification de la présélection, bien entendu, en amont. Et puis ensuite, suite à cette audition, ceux qui seront retenus, il y aura encore une sélection, vous aurez une notification qui vous permettra de préparer votre dossier complet, qui nous permettra, nous, d'instruire les projets. Donc, et de déterminer l'instruction des programmes. Souvent se fait, évidemment, il peut y avoir toujours, c'est toujours une phase d'instruction, donc il peut y avoir une sélection, mais elle définit aussi
exactement le taux d'aide, les modalités dans lesquelles elles sont aussi octroyées. Voilà. Là, je vous montre uniquement, c'est une slide qui récapitule un petit peu les différentes offres de financement pour les projets qui ne seraient pas assez matures aujourd'hui pour cet appel à projet-là. Il en existe d'autres aujourd'hui qui sont proposés notamment par BPI France. Il en existe aussi par d'autres opérateurs. Je vous laisserai voir cette slide parce que je vois que des gens demandent, mais je pense que la présentation, oui, sera bien fournie après le webinaire. Je me permets aussi de faire une petite information concernant l'appel à projet Challenge Prévention, qui est aussi un appel à projet qui est en cours actuellement, opéré par BPI France, pour faire une distinction entre ces deux programmes. Donc, on parle bien de prévention en santé mentale dans notre appel à projet, c'est éligible, mais on se distingue du Challenge Prévention, puisque le Challenge Prévention, d'une part, concerne toutes les thématiques, donc pas uniquement la santé mentale, mais surtout, il s'intéresse à des produits de santé qui sont déjà sur le marché, avec des niveaux de maturité technologique qui sont bien plus avancés, des TRL 8 ou 9, pour la réalisation d'études en vie réelle. C'est des évaluations de responsabilité populationnelle et d'impact populationnel. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes maturités de projet. Voilà, donc ces deux appels à projets sont vraiment complémentaires. Voilà, je pense que je suis arrivée à terme de ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à toutes les deux. C'était très clair et très synthétique. On a déjà des questions dans le chat. Donc effectivement, donc sur les slides, je pense que la réponse a été apportée. Et donc Fabrice Paquin demande si la démonstration du besoin médical peut être écrite par les professionnels de soins eux-mêmes. Alors excusez-moi, je suis pas sur la bonne page. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de limitation sur. Joline, je te laisse aussi répondre, mais pour moi, ça vient aussi de leur part. Donc... Tout à fait. Alors, dans le cadre spécifique justement de l'appel à projet, on a souhaité inclure ce critère qui n'est pas toujours systématiquement présent parce qu'on souhaitait que ce besoin médical soit décrit et justifié. Donc, par les professionnels eux-mêmes, c'est tout à fait pertinent. Par les utilisateurs parfois qui sont des patients ou des aidants, ça vient aussi renforcer la pertinence du projet, la légitimité en analysant vraiment les besoins cliniques et en les confrontant aux réalités du terrain. Et dans cette description du besoin médical, on va attendre typiquement l'identification du problème et du besoin non couvert ou partiellement couvert actuellement, des preuves peut-être qualitatives ou quantitatives sur des données de la pratique clinique, de la littérature, d'observation, d'impact par exemple sur la prise en charge pour expliquer en quoi le besoin est non satisfait actuellement et quelles sont les limites pour avoir une efficacité ou une efficience dans le système de santé, des témoignages ou des retours d'expérience des praticiens. Donc là, ça vient au sens large, ça peut être psychiatre, psychologue, médecin généraliste, infirmière, tout type de professionnels qui interviennent dans le parcours, même dans le champ social médico-social, qui peuvent illustrer concrètement le besoin. Et donc Fabrice avait une autre question. Un CMPP peut avoir un taux d'aide à 100%. Alors, on parle de CMPP, donc centre médico-psychopédagogique, c'est ça? On est sur d'autres. En tout cas, aujourd'hui, cela dépend de votre activité. Si vous avez une activité considérée commerciale ou si vous avez un statut d'entreprise, vous ne pouvez pas être considéré comme avec un taux d'aide à 100%. Donc, c'est des statuts à vérifier. Si vous avez un statut de type EPIC ou autre, là, vous êtes considéré comme un organisme public. Oui, d'accord. Donc là, vous avez un taux d'aide qui peut être considéré à 100% sur les coûts marginaux présentés pour le projet. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Apparemment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, je vois pas d'autres questions dans le chat. Non, je suis encore une fois, Lynn et moi sommes disponibles pour toute question concernant cet appel à projet si vous souhaitez nous contacter. Je vois une question sur les types de dépenses éligibles. Je me permets du coup d'y répondre. Les types de dépenses éligibles, ça va des coûts RH,
et des coûts RH à tout ce qui est consommable aussi pour les expériences. Ça peut être aussi de la prestation de services auprès d'autres partenaires, enfin d'autres prestataires justifiés lors du programme. On a aussi bien une FAQ qui est disponible sur le site où vous trouvez le cahier des charges de l'appel à projet, qui explique bien la différence entre un partenaire et un prestataire, parce que c'est souvent des questions que l'on a. Donc là, quand les dépenses éligibles sont de la prestation, c'est bien qu'il n'y a pas de partage de propriété intellectuelle, que c'est un petit peu le service business as usual, ce que ferait le prestataire. Ça, ce sont des dépenses éligibles. On a également de l'investissement qui peut être éligible, c'est-à-dire de la dotation aux amortissements, donc l'achat de matériel, mais sur la durée du programme et au taux d'utilisation qui sera réservé au programme. Nous avons également certains frais de propriété intellectuelle et certains frais réglementaires qui sont aussi éligibles. Je me suis permise de mettre dans le chat le lien vers justement l'appel à projet et le cahier des charges et la FAQ qui sont sur le site Clémentine pendant que tu parlais. Merci, ouais, j'ai vu, puisqu'effectivement, du coup, vous avez aussi nos coordonnées et notamment des coordonnées en fin de cahier des charges. Le mail qu'il y aura enfin nous renverra de toute façon vos demandes. Là, je vois où sont les slides sur le taux d'aide pour entreprise. Elles sont dans le cahier des charges. C'est vrai qu'on n'a pas fait de slides spécifiques sur le taux d'aide, mais tout est décrit dans le cahier des charges. Et une autre question aussi pour savoir si la solution technologique est déjà en classe 1, en tant que dispositif médical. Est-ce qu'on peut l'utiliser en la verticalisant en santé mentale pour passer en classe 2A? Alors, moi, je me permets de répondre. Lynn aussi, tu peux répondre. Pour moi, oui, tout à fait. C'est possible de la verticaliser sur la santé mentale en justifiant bien, effectivement, le switch, ou en tout cas le fait d'ouvrir à la santé mentale, et pourquoi se baser sur ce dispositif peut être très intéressant, et pourquoi l'ouverture à d'autres données aussi, parce que j'imagine que ce sera aussi d'autres données, d'autres chemins réglementaires à envisager. Mais oui, tout à fait. Oui, je confirme ce que Clémentine disait, en peut-être complétant qu'on est plutôt du coup sur du volet 1 dans ce cadre-là. Et peut-être en complément, il n'est pas fait mention de la classe TDM. Il s'agit d'être un dispositif médical, mais ça peut être un dispositif de classe 1 ou 2A, ou B ou 3. Complètement. On inclut l'ensemble des classes des dispositifs médicaux tant que la solution numérique répond à la définition du dispositif médical numérique au sens du règlement européen sur les DM ou DMDIV. Tout à fait. Je vois d'autres questions, non pas dans le chat, mais dans l'onglet questions de Fabienne. En ce qui concerne l'API, est-ce que les extensions de brevets peuvent être des dépenses éligibles? Alors aujourd'hui, ce qu'on a en éligible sur les extensions de brevets, sur nos régimes d'aide, ce sont les frais de conseil. Donc tout ce qui est frais liés à des dépôts, tout ce qui est en fait taxes de dépôt, taxes d'extension, etc. ne sont pas éligibles. Donc ce sera uniquement l'aide dont éventuellement vous aurez besoin auprès d'un cabinet de pays pour rédiger un brevet, pour faire une étude de FTO, pour faire ce genre de choses, qui seront éligibles. Voilà. Et dans la foulée, il y avait une question sur la possibilité d'avoir une réunion avec vous en amont du dépôt. Oui, tu as fait ce que je disais, on est disponible avec Lynn. Après, encore une fois, on n'a pas la possibilité de faire de l'aide spécifique au montage de manière très intense. On va pas pouvoir vous aider à monter le programme, c'est nous qui les sélectionnons aussi, donc on est aussi partie pris. Par contre, on peut vous indiquer l'éligibilité, ce qui est attendu pour nous, expliquer un petit peu en sous-titre le cahier des charges s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, et spécifiquement pour votre programme, un peu si les choses, en tout cas, sont éligibles pour nous. Oui. Une question en ligne sur est-ce que la solution doit être connectée au service de l'ANS? Alors, ça dépend de ce que veut dire la question exactement. Est-ce que ces solutions devront répondre au référentiel, typiquement pour
le référentiel d'interopérabilité, de cybersécurité de l'ANS, si elles sont dans une démarche de déploiement sur le territoire national. Oui, en effet, ça en fait partie, si c'est le sens de la question. Mais sinon, n'hésitez pas à repréciser la question. Mais les solutions ne vont pas être nécessairement connectées au moment du dépôt, c'est-à-dire que... Non, absolument pas. Là, l'idée, c'est typiquement sur les volets 1 et 2, les solutions ne le seront pas a priori. Donc, on est vraiment sur des phases de développement, mais elles doivent être dans une intention de l'être à l'issue des phases de développement, de validation et de mise sur le marché. Alors, il y avait une question sur la taille de l'enveloppe globale. Alors, sur l'enveloppe globale de l'ensemble de l'appel à projet sur les différentes vagues. Il y en a une deuxième dont la date sera reprécisée, mais là pour la première vague qui sera donc le 28 janvier, la première relève. Mais sur l'ensemble des vagues, on a 10 millions d'euros sur l'enveloppe globale. Alors, je vois une question sur le business model peut-il être basé sur celui de la responsabilité populationnelle? Alors, sur la question du business model ou du modèle économique, peut-être Clémentine, tu pourras compléter. Là, l'idée est de nous présenter un business model qui va être proposé et qui permettra d'assurer la pérennisation du projet au-delà de l'expérimentation, de l'évaluation réalisée. Ça peut être celui de la responsabilité populationnelle si ce business model est cohérent par rapport à la solution proposée au modèle économique envisagé. Oui, tout à fait, Linovar, je valide complètement. Et je pense que Monsieur Paquin, il s'agirait peut-être de prendre enfin, on peut en parler directement parce que je pense que c'est très précis sur votre projet et il est peut-être préférable qu'on en discute parce que sans précision autre sur le projet, c'est un petit peu compliqué d'y répondre, mais on n'est pas fermé sur aucun business model a priori. Donc, les choses, par contre, doivent être, comme l'expliquait Lynn, pérennes et démontrer une viabilité économique et du projet, du produit en tout cas à l'issue du projet. Et la demande porte sur la psychiatrie adulte ou enfant, adolescent en priorité. Il n'y a pas de priorité aujourd'hui. En tout cas, il y a effectivement un focus sur les adolescents, mais pas d'exclusion en tout cas de population. Lynn, je te laisse peut-être. Non, tout à fait. Il n'y a pas d'exclusion de population. On a précisé qu'on aurait un point d'intérêt particulier sur les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, puisque c'est un sujet d'importance sur lequel il manque des solutions qui puissent être proposées, validées et prouvées, éprouvées. Mais on a inclus à la fois la population enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes au sens large. Donc j'ai vu aussi également une question, comment justifier la pertinence ordonnée littérature, donc comment retranscrire le besoin remonté par le terrain pro-patient. Alors, je pense que ça, c'est des choses qui sont faites assez régulièrement, enfin des études de terrain en fait, hein, donc c'est des rapports, il est possible de présenter des résultats de rapports d'études de terrain, de questions posées aux professionnels de santé, quand cela a été fait de manière assez systématique, ou en tout cas assez cadrée, parce qu'effectivement l'idée n'est pas de remonter forcément quelques ressentis de trois personnes. En tout cas, l'idée est d'avoir quand même une certaine preuve de voilà. Tout à fait. Peut-être pour compléter, on va être sur des méthodologies existantes. Hein. On va pas réinventer la roue, mais typiquement des données pour les retours. Si on parle des retours d'expérience des professionnels ou des patients, ça peut être des entretiens semi-directifs ou des focus group, qui sont des techniques assez utilisées, des entretiens ou en tout cas des évaluations qualitatives ou semi-qualitatives sous forme de questionnaires d'évaluation qui permettent de remonter des données à la fois qualitatives et quantitatives qui permettent aussi d'avoir parfois des données sur le terrain d'analyse des pratiques médicales ou des pratiques cliniques qui peuvent avoir lieu dans certains services hospitaliers. Alors pareil, je vois Monsieur Boutemi, est-il possible de solliciter des rencontres près des pots? Oui, c'est ce qu'on disait, hein, c'est possible avec Lynn et moi d'avoir un rendez-vous rapidement pour voir l'éligibilité du programme.
Alors, je vois une autre question sur savoir si un projet peut être porté sur un dispositif médical déjà commercialisé, mais qui doit être adapté aux enfants et avec des nécessités de nouveaux algorithmes et une nouvelle étude clinique. Alors, la réponse est effectivement oui, plutôt comme je le disais sur l'autre exemple qui nous avait été demandé, sur le volet 1, puisqu'on repart sur une nouvelle technologie qui a une nécessité de nouveaux algorithmes et avec une étude clinique nécessaire, donc volet 1 ou 2, qui peuvent s'y prêter, plutôt volet 1 et 2. Puisque, comme l'a dit Clémentine, on ouvre la possibilité que plusieurs volets puissent être adressés au sein d'un dossier soumis. Je ne vois plus d'autres questions. Moi non plus. S'il n'y a pas d'autres questions, et uniquement des remerciements. Donc on va remercier également déjà Lynn et Clémentine pour cette présentation et tous les participants et participantes pour vos questions. Et donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de BPI où il y a le cahier des charges et où tout est indiqué. Et surtout, bon courage pour ceux qui déposeront des dossiers. Merci à tous, bon après-midi. Merci.